Donc la présentation qui va vous être présentée maintenant sera à la fois générale et spécifique. Je dis générale parce qu'on va parler de la migration internationale, tout type de migrants confondus, pas uniquement les réfugiés ou les demandeurs d'asile comme on a un petit peu plus parlé ce matin d'un niveau juridique. Et spécifique parce que ça va aborder deux points un petit peu plus précis, à savoir l'impact de la migration internationale sur la démographie et en particulier sur la structure d'âge de la population, et aussi sur une autre expertise développée au bureau du plan qui est le coût budgétaire du vieillissement. Alors, qui dit coût budgétaire du vieillissement, on dit aussi coût budgétaire du vieillissement à long terme. Et qui dit long terme, ici ce sera 2060, dit projection. Alors on voulait insister là-dessus, il s'agit d'une projection et non pas d'une spéculation. Une spéculation, on l'entend comme étant un pari sur l'évolution future. Il ne s'agit pas non plus d'une prévision. En général, en tout cas en économie, on va dire qu'une prévision, c'est en temps T ou T+1, donc pour 1 ou 2 années. Et dans le cadre d'une prévision, on va aussi établir le scénario le plus probable et éventuellement prévoir des ruptures de tendance si c'est pertinent. Ici, il s'agit bien d'une projection, à savoir une évolution future qui est basée sur un ensemble d'hypothèses. Et ici, les hypothèses sont construites sur l'idée qu'on va poursuivre les tendances qui sont observées depuis un certain nombre d'années. Et on n'y associe pas une notion de probabilité. À côté de la projection qu'on appelle une projection de référence, que ce soit pour la démographie, mais aussi pour le coût budgétaire du vieillissement, on peut faire des variantes. Alors qu'est-ce qu'une variante? Une variante, c'est une description alternative d'autres hypothèses, d'autres scénarios. Et grâce à ces variantes, on peut déterminer des analyses d'impact. Ici, dans cette présentation, 2 analyses d'impact vous seront proposées en lien avec la migration internationale. Alors évidemment, l'objectif d'une prévision, vous allez me dire, oui, mais si ce n'est pas ce qui va se réaliser, à quoi ça sert? Mais en fait, une projection, ça va servir d'outil d'aide à la décision, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la santé, du logement, de la mobilité. C'est montrer où est-ce qu'on va. Dans le contexte présent, c'est en tenant compte d'une poursuite des tendances qui sont observées. Alors, la première partie de la présentation se consacrera à l'aspect démographique et notamment les projections démographiques à long terme et en particulier l'impact de la migration internationale. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une projection démographique ou comment est-ce qu'on réalise une projection démographique? La croissance de la population est composée de 4 composantes. La natalité, une population augmente au fur et à mesure qu'il y a des naissances. Elle va diminuer en fonction de la mortalité, du nombre de décès. La différence entre la mortalité et le nombre de naissances et le nombre de décès, on appelle ça le solde naturel de la population. Et puis intervient au niveau belge l'immigration internationale et l'émigration aussi internationale, donc ceux qui rentrent dans le pays et ceux qui sortent du pays. La différence entre les entrées et les sorties sont synthétisées à l'aide du solde migratoire international. Alors ici, on ne va pas parler des migrations internes, ça c'est quand on fait des projections de population entre les régions ou entre les arrondissements. Ici, il n'est pas question de migration interne, donc la croissance démographique de la population belge dépend de l'évolution de son solde naturel et de son solde migratoire. Alors pour faire la projection, on va analyser, comprendre et estimer. Alors estimer, c'est mesurer les tendances passées. Et sur base de ça, on va poser des évolutions sur les tendances, on va poser des hypothèses sur les tendances futures. Alors ici, on va faire un focus uniquement sur l'immigration et l'émigration. On ne va pas parler du solde naturel, donc des naissances et de la mortalité. Tout d'abord, au niveau de l'immigration, on travaille en 3 grands groupes de pays, en se disant que ces 3 grands groupes ont des facteurs, en tout cas les individus qui proviennent de ces 3 grands groupes ont des motifs de migration qui sont différents. La présentation va rester assez générale. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des working papers qui sont publiés ou bien on est disponible aussi pour des éventuelles questions.
Mais sinon, qu'est-ce qu'on observe depuis le début des années 90 ? Alors, EU-Old, c'est l'immigration en Belgique des anciens États membres de l'Union européenne, Allemagne, Pays-Bas, etc. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est la ligne en orange, c'est qu'il y a une croissance de l'immigration vers la Belgique en provenance de ces pays-là, et on peut mettre une relation entre l'évolution de l'immigration depuis ces pays-là en lien avec leur évolution de la croissance de la population dans ces pays-là. Autrement dit, c'est la population à risque de migrer. Et c'est en lien avec la croissance de la population. Si on regarde ça par rapport, si on rapporte l'immigration des Français par rapport au nombre de Français qui résident en France, on voit que la propension à migrer est assez constante dans le temps. C'est un petit peu pareil pour l'ensemble des pays, de l'immigration des pays en provenance des anciens États membres. Si on regarde les nouveaux États membres, c'est la ligne en bleu, on voit qu'il y a une immigration qui a explosé au moment de l'adhésion à l'Union européenne, en particulier les Polonais, les Roumains et les Bulgares. Alors, si on regarde l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne, on voit aussi une augmentation assez importante, en particulier à partir des années 2000. Cette explication est cette augmentation est multifactorielle. À la fois, il y a des régularisations qui sont intervenues en 2001, en 2005, en 2010, qui font apparaître certains pics dans la statistique d'immigration. Alors ici, effectivement, ce qui est peut-être important de préciser, c'est qu'on se base sur la statistique officielle de l'immigration. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que certains changements de définition dans la statistique font aussi qu'il y a des ruptures de série, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Qu'il y a les modifications des lois qui ont un impact aussi, et là c'est dans un sens inverse. En 2010 notamment, il y a eu une modification de la loi sur le regroupement familial, un durcissement de la loi, et on voit qu'il y a eu une baisse de la migration internationale en provenance des pays hors de l'Union européenne, en particulier liée au motif du regroupement familial. Bien entendu, la croissance démographique dans les pays hors de l'Union européenne joue aussi un rôle dans l'immigration. Alors, en projection, on a plusieurs méthodologies différentes en fonction du lieu de départ. À nouveau, donc, ces trois grands groupes, les anciens États membres, les nouveaux États membres et les pays hors de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors déjà, je voudrais insister sur une chose, le pourcentage que vous voyez en observation. Donc c'est encore la dernière année observée, la partie juste avant le gris, c'est qu'on voit que l'immigration en provenance de l'Union européenne, les 28 États membres, est majoritaire. Donc actuellement, l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne correspond à 40% de l'immigration. Alors en projection, on a une croissance de l'immigration en provenance des anciens États membres qui est relativement stable, ou en tout cas qui est freinée, parce que la croissance attendue dans ces pays-là, on se base sur les projections qui sont réalisées par Eurostat, est moins importante que celle qui est observée depuis une dizaine d'années. Pour les nouveaux États membres, là, il y a aussi en effet la croissance future de la population qui tend à augmenter moins rapidement que par le passé, et il y a aussi, bien entendu, la fin de l'effet d'appel suite à l'adhésion à l'Union européenne. Pour l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne, on a une hausse de l'immigration à long terme, et cette hausse est en partie justifiée par la croissance attendue de la population hors de l'Union européenne sur la base des projections qui sont publiées par les Nations Unies. Alors ça, c'est pour nos projections de l'immigration internationale, et vous le voyez que la proportion d'immigration en provenance des pays non européens augmente un petit peu. On passe à 52% de l'immigration dans le scénario retenu, donc en 2060, qui serait en provenance des pays non européens.
Alors, un point aussi qui est souvent négligé quand on parle d'immigration, c'est qui dit immigration dit aussi qu'il y a de l'émigration. De la même manière qu'il y a des naissances et des décès, il ne faut pas oublier qu'il y a des entrées mais aussi des sorties de la Belgique. Et vous voyez ici la courbe en observation, le bleu c'est le total de l'immigration et en orange c'est le total de l'émigration, donc le nombre d'étrangers qui quittent le pays. Vous voyez que cette émigration est aussi en hausse. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est que cette évolution est en lien avec l'évolution de l'immigration. Donc une bonne proportion d'immigrants quittent le pays quelques années plus tard. Alors en projection, on maintient aussi cette relation qui dit l'émigration, donc les sorties de la Belgique, vont suivre un rythme similaire à celui qu'on observe pour l'immigration. Alors, sur base de cette hypothèse-là, on a une croissance attendue de la population à l'horizon 2060, qui est à la fois déterminée par le solde migratoire, donc la différence entre les immigrations et les émigrations, et par le solde naturel. Alors, vous voyez que le solde migratoire en projection, donc c'est la ligne grise, reste toujours supérieure ou domine en tout cas la composante, on va dire, du solde naturel. Donc, on a le solde migratoire qui reste supérieur au solde naturel. Mais les deux composantes ont leur rôle dans la croissance démographique. Alors, ici, vous avez une idée de la structure d'âge de la population. La ligne orange, c'est la structure d'âge de la population en 2016. Alors, c'est ce qu'on appelle la pyramide des âges en démographie, où à gauche, vous avez le nombre de femmes par âge, et à droite, de l'axe vertical, vous avez le nombre d'hommes par âge. Alors une pyramide des âges classique, comme on voit au premier cours de démographie, c'est une vraie pyramide. Ici, on a le phénomène qu'on appelle en démographie de rectangularisation de la pyramide des âges, qui en fait représente le vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années avancent en projection, le sommet de la pyramide s'élargit. Alors, ça, c'était pour le scénario de référence. Ici, on va vous présenter, et cet impact sera ensuite traité sur l'aspect macroéconomique avec le coût budgétaire du vieillissement, de deux scénarios alternatifs d'évolution de la migration internationale. Alors, on ne va pas travailler sur les niveaux d'immigration et les niveaux d'émigration, on va travailler sur le solde migratoire. On va faire deux variantes, une qu'on appelle net zéro. C'est une hypothèse qui est retenue dans beaucoup d'institutions internationales, notamment auprès d'Eurostat, pour faire leurs projections de migration internationale, qui disent qu'à long terme, les inégalités entre pays devraient disparaître et que donc le solde migratoire devrait tendre vers zéro à un horizon assez lointain qui est fixé à 2150. Alors, qui dit solde migratoire nul ne veut pas dire qu'il n'y a pas de migration, veut dire qu'il y a autant d'immigration que d'émigration. Dans le scénario qu'on a retenu, cette hypothèse-là fait qu'on a, sur l'ensemble de la période de projection, 150 000 migrations nettes en moins. Dans l'autre scénario, qui est un scénario purement illustratif ou pédagogique, on va faire l'hypothèse qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'immigration en Belgique, mais plus non plus d'émigration en Belgique. Autrement dit, que le sol migratoire est de zéro sur toute la projection. Ici, ce scénario illustratif est vraiment dans l'idée de montrer l'impact de la migration internationale sur la croissance démographique et sa structure d'âge. Alors, vous voyez ici en graphique les deux scénarios. Donc, en bleu, c'est la projection dans le scénario, la baseline, le scénario de référence. En orange, vous avez le premier scénario net zéro, où on dit qu'on a un solde migratoire qui tend à long terme vers zéro. La différence ici, là, c'est grosso modo 150 000 migrations nettes en moins sur l'ensemble de la période de projection. Et puis vous avez la partie entourée, le solde migratoire nul sur l'ensemble de la période de projection. Alors vous avez ici, sur ce graphique-ci, l'évolution de la population belge à l'horizon 2060. En bleu, de nouveau, la projection de référence. Si on prend le scénario où le solde migratoire tend progressivement vers zéro, on a une baisse de la population belge en 2060 de 2%. Si on prend, de la croissance, donc légèrement plus faible, si on prend le scénario sans migration, là on a carrément
une population en 2060 qui est moins importante que celle observée aujourd'hui. Pour votre information aussi, on a représenté l'impact de la migration, ou en tout cas des différents scénarios, sur la répartition entre les Belges et les étrangers. Et on voit que, quel que soit le scénario, en 2060, on reste avec des niveaux d'individus qui ont la nationalité belge, un niveau supérieur à 87%. Alors ici, vous avez l'impact sur la structure d'âge. Donc cette fois-ci, entre guillemets, c'est la pyramide des âges, mais on additionne les hommes et les femmes, on ne fait pas la distinction entre les hommes et les femmes. En bleu, vous avez la structure d'âge de la population en 2060 dans le scénario de référence. En orange, vous avez celui avec un solde migratoire qui est plus faible. Et en gris, c'est une absence de migration internationale. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Et ça aura de l'importance pour l'impact sur le coût budgétaire du vieillissement. C'est que la migration internationale touche en particulier la population en âge de travailler. Vous voyez que la partie à droite, à partir de 65-70 ans, joue très peu dans les scénarios. Ici encore, l'impact des deux scénarios sur ce qu'on appelle le coefficient de dépendance des âgés, à savoir le nombre de personnes c'est l'inverse, je crois qu'il y a une erreur, c'est le nombre de personnes de 67 ans et plus sur la population entre 18 et 66 ans. Alors pour faire simple, qu'est-ce qu'on constate? C'est que en 2060, dans la projection de référence, on a une personne de 67 ans et plus pour 2,53 personnes en âge de travailler. Et que si la migration est moins importante, on a une diminution de ce ratio. En termes de nombre de personnes ici, donc si on n'a pas de migration internationale, on n'a plus qu'une personne en âge de travailler pour supporter une personne qui a 67 ans et plus. Voilà, ça c'était pour les aspects démographiques, impact sur la structure d'âge. Et maintenant je passe la parole à ma collègue Nicole qui va aborder les aspects macroéconomiques et en particulier le coût budgétaire du vieillissement. Merci. Donc, on va aborder le coût budgétaire du vieillissement. Et je crois que la première chose à faire, c'est d'expliquer ce que c'est le coût budgétaire du vieillissement, expliquer un petit peu ce terme barbare. Donc, en fait, le coût budgétaire du vieillissement, dans la définition que l'on retient, c'est la variation de l'ensemble des dépenses sociales entre 2 années, et c'est exprimé en points de pourcentage du PIB. Alors, vous avez aussi sur le slide ici donc la petite formule, mais c'est vraiment pas très compliqué, donc ça vous montre vraiment qu'est-ce qu'on fait en fait. Donc on va faire une projection des dépenses sociales et du PIB, le produit intérieur brut, donc qui représente la richesse du pays. On fait une projection de ces éléments donc jusqu'en 2060, et donc on va prendre le rapport entre les dépenses sociales et le produit intérieur brut en 2060, et on va regarder l'écart entre ce rapport et le même rapport, mais pour l'année de base, une année de 2017 ou 2016 par exemple. Alors, j'ai bien dit qu'on prenait l'ensemble des dépenses sociales en compte. En effet, le terme peut être trompeur, coût budgétaire du vieillissement, on pourrait se dire c'est uniquement les pensions et peut-être éventuellement aussi les soins de santé. Mais en fait, ici, non. On prend vraiment l'ensemble des dépenses sociales, donc également, par exemple, les dépenses à charge de l'INAMI, donc d'incapacité de travail, les dépenses de chômage, allocation familiale, revenus d'intégration également. Voilà, donc l'ensemble des dépenses sociales est pris en compte. Et alors un deuxième point important, donc, c'est je l'ai déjà dit, donc on rapporte les dépenses sociales au produit intérieur brut. Pourquoi? Parce que, c'est ce que le petit graphique vous montre sur le slide, ok, les dépenses sociales vont évidemment évoluer jusqu'en 2060, mais le contexte économique et donc le produit intérieur brut, donc la richesse du pays, va également évoluer jusqu'en 2060. Et le produit intérieur brut, on peut le considérer aussi un peu comme la capacité justement à financer ces dépenses sociales. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de projection à très long terme, eh bien on présente toujours les résultats
rapporté au produit intérieur brut, puisque celui-ci va également évoluer. C'est un peu comme si, par exemple, je comparais le prix du pain aujourd'hui au prix du pain il y a 50 ans, mais en fait, les salaires, notre salaire que l'on gagne aujourd'hui, il a également évolué depuis 50 ans. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un point de comparaison. Alors, comment est-ce qu'on va projeter maintenant les dépenses sociales et le produit intérieur brut ? Donc, on l'a déjà dit, c'est une projection à très long terme, jusqu'en 2060. Elle est effectuée grâce à l'aide d'un modèle macroéconomique et budgétaire qui a été réalisé vers la fin des années 1980, par le Bureau fédéral du plan, et qui est utilisé annuellement depuis 2002 pour l'établissement du rapport du comité d'études sur le vieillissement. Alors, comme c'est une projection à très long terme, c'est évidemment basé sur tout un ensemble d'hypothèses. Il y a évidemment les hypothèses démographiques, ça on ne va pas revenir là-dessus, donc fécondité, mortalité et solde migratoire. Mais on doit également faire des hypothèses aussi sur, par exemple, les taux d'activité, les taux de pensionnement ou le taux de chômage. Donc là, sur le slide, vous trouvez également les définitions des taux d'activité, si vous avez un peu oublié, ou taux de chômage ou taux de pensionnement. On doit également faire des hypothèses sur les gains de productivité ou la croissance de la productivité. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer dans le slide suivant pourquoi. Mais évidemment aussi pour l'évolution des allocations sociales, on doit évidemment aussi faire des hypothèses sur, par exemple, les paramètres de revalorisation de ces allocations sociales. Et on tient également en compte des mesures, des réformes qui ont déjà été formellement décidées et votées. Alors, revenons sur le coût budgétaire du vieillissement et sur la petite formule, donc sur la manière de calculer le coût budgétaire du vieillissement. Donc, on va s'attarder sur comment calcule-t-on les dépenses sociales de manière générale ? De manière générale, on va projeter un nombre de bénéficiaires et l'allocation moyenne qui correspond à ce nombre de bénéficiaires. Alors, l'allocation moyenne, la projection de l'allocation moyenne, elle va dépendre bien évidemment de la législation, tout en tenant compte, je l'ai déjà dit, donc des réformes qui ont déjà été votées. Et par exemple, et aussi notamment donc des revalorisations des allocations moyennes. Les nombres de bénéficiaires, eux, vont dépendre bien évidemment des projections démographiques, mais également des hypothèses donc, que l'on fait sur, par exemple, le taux de chômage ou le taux d'emploi ou le taux de pensionnement. Maintenant, autre indicateur très important qu'il faut projeter, c'est le PIB, donc le produit intérieur brut. Et le PIB, donc, nous définissons le PIB comme étant l'emploi fois la productivité du travail. D'où l'intérêt que j'avais dit donc, dans le slide précédent, où il fallait donc poser des hypothèses sur l'évolution de la productivité à très long terme. Mais bon, voilà, ici, ce n'est pas le but de la communication, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, ça veut dire que, pour la projection, la croissance du PIB sera égale à la croissance de l'emploi multipliée par la croissance de la productivité. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est plus particulièrement donc, la croissance de l'emploi. Et donc, on travaille ici avec ce qu'on appelle un modèle néoclassique de long terme. Bon, il ne faut pas retenir tout ceci, mais bon, qui fait que lorsqu'on atteint à long terme un taux de chômage dit minimum ou structurel, ou incompressible si vous préférez, ce taux de chômage donc demeure constant à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que la croissance de l'emploi sera identique à la croissance du chômage et la croissance de la population active. Et la population active, donc c'est l'emploi et le chômage réunis. Alors, ce cadre général mis en place pour essayer d'expliquer, donc de vous expliquer ce qu'est vraiment le coût budgétaire du vieillissement, comment est-ce qu'on le calcule, on va présenter, voilà maintenant, une analyse d'impact d'une variante du solde migratoire, donc l'impact sur le coût budgétaire du vieillissement.
Voilà. Alors, Marie vous a déjà présenté deux variantes de solde migratoire. Sur le coût budgétaire du vieillissement, nous n'avons testé qu'une des variantes. Nous n'avons pas fait la variante no-MIG, puisqu'elle elle avait été réalisée plutôt vraiment à titre illustratif. Donc, nous avons testé la variante net zéro, qui, je le rappelle, donc, suppose donc que le solde migratoire tend vers zéro, mais seulement en l'an 2150. Alors, dans le tableau que vous avez sur le slide, donc vous avez les différentes. Vous avez d'abord la population en âge de travailler, de 18 à 66 ans, et puis les différentes catégories socio-économiques qui vont être impactées par la variante de solde migratoire. Dans la première colonne, vous avez les résultats de la baseline. Et puis dans la seconde colonne, vous avez la différence donc, entre la variante, donc les chiffres de la variante, et les chiffres de la baseline. Et donc, ce qu'on voit, donc, c'est qu'on a moins de population, évidemment, en âge de travailler, puisqu'on a une variante avec un solde migratoire qui diminue, qui tend vers zéro à très, 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 très long terme. Sur les catégories socio-économiques, ça va donner quoi ? Donc, on considère dans la variante que les taux d'activité et les taux de chômage sont identiques dans la variante et dans la baseline. Donc, on a vraiment juste l'impact de nombres démographiques différents. Et donc, évidemment, moins de population en âge de travailler, ça nous donne évidemment moins de population active et moins d'emplois et aussi un peu moins de chômage. Le chômage étant proportionnel donc au taux de chômage. Et donc vous voyez dans la dernière colonne où là on représente l'écart, donc la variante moins la baseline en pourcentage de la baseline. Donc vous voyez que la réduction de la population en âge de travailler se répercute totalement donc sur la population active et de manière identique donc sur la population active, l'emploi et le chômage. Alors on a rajouté également quand même le nombre de pensions parce que c'est un facteur très très important pour le coût budgétaire du vieillissement. Et là, on voit bien que sur le nombre de pensions, cette variante n'a donc un moindre solde migratoire. À l'horizon 2060, il n'y a quasiment pas d'impact. Donc ça va être important parce que ça veut dire que les dépenses de pension, elles ne vont pratiquement pas changer dans la variante. Donc ça, c'était l'impact sur les catégories socio-économiques. Maintenant, voilà l'impact macroéconomique maintenant, puisque je le rappelle, donc, les dépenses sociales, on les rapporte toujours au produit intérieur brut. Donc, quel va être l'impact sur le PIB, sur le produit intérieur brut ? Je dirais qu'on peut regarder uniquement la dernière colonne pour aller au plus simple. Donc l'idée, c'est que la croissance de la productivité, elle est également identique dans la baseline et dans la variante. Et donc, rappelez-vous, j'avais dit que la croissance du produit intérieur brut, c'était égal à la croissance de l'emploi fois la croissance de la productivité. Donc ça veut dire que seul l'emploi va avoir un effet sur le produit intérieur brut. Et donc, comme on l'a déjà vu dans le slide précédent, eh bien, on avait moins de population en âge de travailler, moins d'emplois, et donc automatiquement, eh bien, oui, ça nous donne moins de croissance économique, ça nous donne moins de PIB. Et le PIB, rappelez-vous, donc bien, c'est le dénominateur, c'est un facteur très important dans la détermination du coût budgétaire du vieillissement. Alors, ici, donc, on va essayer de vous présenter donc, quel est l'impact sur le coût budgétaire du vieillissement entre 2016 et 2060. Ce sont ces années-là qui sont reprises. Pour le moment, vous avez sur ce graphique uniquement les résultats de la baseline, donc qui ressortent de la projection de référence du rapport 2017 du comité d'études sur le vieillissement. Et donc dans la baseline, donc vous voyez qu'on a entre 2016 et 2060 donc une augmentation en points de pourcentage du PIB des dépenses de pension et des soins de santé de 2 points de pourcent chacun, une diminution des autres dépenses sociales, notamment les dépenses de chômage et d'allocation familiale, pour avoir donc au total
un coût budgétaire du vieillissement de 2,3 points de pourcentage du PIB entre 2016 et 2060. Donc ça, c'est pour la baseline. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne donc dans la variante net zéro, donc où on a un moindre solde migratoire. Alors, on a un alourdissement des dépenses de pension de 0,3 points de pourcentage du PIB. Et donc là, je l'ai déjà laissé entendre, en fait, les dépenses de pension, elles ne bougent pas vraiment, donc, que ce soit entre la variante et la baseline, mais ce qui joue, c'est qu'on a moins de PIB, moins de produit intérieur brut, ce qui alourdit évidemment le poids de ces dépenses. C'est la même chose pour les dépenses de soins de santé. On a un alourdissement de 0,2 pourcentage du PIB. Pour les autres dépenses, en fait, on ne voit rien. Il y a certaines autres dépenses qui se réduisent, comme par exemple les allocations familiales, parce qu'on a quand même un petit peu moins de personnes jeunes. Mais exprimer la réduction de ces dépenses par rapport à la réduction du PIB est plus forte que la réduction, par exemple, des dépenses d'allocation familiale, et donc ça ne se voit pas, sur ce graphique. Et donc, au total, donc le moindre solde migratoire dans la variante net zéro implique donc un relèvement du coût budgétaire du vieillissement de 0,5 points de pourcentage du PIB entre 2016 et 2060. Alors on va passer aux conclusions, et je pense que ce sera tout juste. Donc les conclusions, d'un point de vue démographique, on peut dire que la migration internationale, eh bien, elle doit être, il ne faut pas oublier de l'analyser d'un point de vue immigration, mais aussi émigration. La migration internationale atténue le vieillissement démographique. Donc ça, on l'avait bien vu donc, sur le graphique, les graphiques qu'a présenté Marie, et notamment sur la population en âge de travailler. Enfin, dernier point, la migration internationale doit être considérée comme un phénomène structurel, c'est-à-dire que des flux migratoires, il y en a eu par le passé, il y en a maintenant et il y en aura aussi dans le futur. Et alors, d'un point de vue macroéconomique et budgétaire, à long terme, la migration internationale, donc on l'a montré, donc soutient la population active, l'emploi et la croissance économique, et permet aussi donc d'alléger le coût budgétaire du vieillissement. Voilà, merci.